Issu d'une famille aisée, élevé dans la demeure maternelle de Spasskoïe, son éducation est stricte. Et la figure de sa mère tyrannique sera, à plusieurs reprises, évoquée dans son œuvre. Elle possédait notamment 10 villages, 5000 âmes, si on ne compte que les hommes, les femmes et les filles n'avaient pas d'âme. À l'âge de 15 ans, il est envoyé en pension à Moscou, puis il poursuit ses études à Saint-Pétersbourg. Ivan Sergueïevitch Tourgueniev, 1818-1883, était un écrivain et dramaturge russe. Bonjour. En 1837, il rencontre Pouchkine, édite la correspondance de ce dernier et traduit plusieurs de ses poèmes avec Prosper Mérimée et Gustave Flaubert. Il vit de 1838 à 1841 à Berlin, avant de retourner à Saint-Pétersbourg, puis de partir pour Londres et s'installer à Paris. Edmond de Goncourt écrira de lui « Tourguenieff, le doux géant, l'aimable barbare, avec ses blancs cheveux lui tombant sur les yeux, le pli profond qui creuse son fond d'une tempe à l'autre, pareil à un sillon de charrue, avec son parler enfantin nous charme, nous enguirlande, suivant l'expression russe, par ce mélange de naïveté et de finesse. La séduction de la race slave, relevée chez lui par l'originalité d'un esprit supérieur, par un savoir immense et cosmopolite. Je vous propose dès à présent l'écoute de l'une des nouvelles de l'auteur intitulée « Un rêve », écrite à Paris en 1876 et publiée à Saint-Pétersbourg dans la revue Temps Nouveau en janvier 1877. La nouvelle paraît ensuite en français puis en allemand. Des monts et merveilles, Michael Darjoy. Dans ce temps, j'habitais avec ma mère une petite ville maritime. J'avais 17 ans révolus, et ma mère n'en comptait pas encore 35. Elle s'était mariée toute jeune. J'entrais dans ma 7e année lorsque mon père mourut, et cependant, je me le rappelais très distinctement. Ma mère était une petite femme blonde. Son visage charmant était toujours empreint de tristesse. Elle parlait lentement, d'une voix faible, avec des gestes effarouchés. Elle avait été renommée dans sa jeunesse pour sa beauté, et elle resta jolie et séduisante jusqu'à son dernier jour. Je n'ai jamais vu des cheveux plus fins ni plus souples, des mains plus mignonnes. Je l'adorais, et elle m'aimait. Pourtant, notre vie ne coulait pas gaiement. Ma mère semblait subir un malheur mystérieux, irréparable, qu'elle n'avait pas mérité et qui rongeait sans cesse la racine même de son existence. Le chagrin que lui avait causé la mort de mon père ne suffisait pas pour expliquer cette tristesse accablante, bien que sa douleur fût grande, car elle l'avait aimé passionnément et chérissait saintement sa mémoire. Non, il y avait dans son affliction un mystère que je ne pouvais pénétrer, mais que je sentais d'une manière vague et forte en même temps, chaque fois que mon regard se posait sur les yeux immobiles et calmes de ma mère, sur ses lèvres si belles et immobiles aussi, pressées, sans amertume, mais qui semblaient figées pour toujours. J'ai dit que ma mère m'aimait. Cependant, il y avait des moments où elle me repoussait, où ma présence lui était devenue pénible et même insupportable. Elle semblait ressentir tout à coup une répulsion involontaire pour moi, sentiment dont elle avait horreur l'instant d'après, et, avec des larmes de repentir, elle me serrait sur son cœur.
J'attribuais ces mouvements d'aversion à l'état maladif de ma mère et à son chagrin. Il est vrai qu'ils auraient pu être occasionnés par les accès étranges d'humeur méchante et de désir criminel qui s'emparaient quelquefois de moi, mais ces crises ne survenaient jamais dans les moments où elle me prenait en grippe. Elle était toujours vêtue d'une robe noire, comme si elle portait le deuil. Nous vivions dans une certaine aisance, bien que n'entretenant point de relation. Ma mère avait concentré sur moi toutes ses pensées, tous ses soins. Sa vie s'était fondue dans la mienne. Une intimité aussi étroite entre parents et enfants n'est pas toujours à l'avantage de ceux-ci. Elle leur est, au contraire, le plus souvent nuisible. Enfin, j'étais fils unique, et les enfants qui n'ont ni frère ni sœur se développent pour la plupart d'une manière irrégulière. Leurs parents, en les élevant, pensent à eux-mêmes autant qu'à leurs descendants, à rien de plus mauvais en fait d'éducation. Je n'étais pourtant ni gâté ni endurci, deux extrêmes dans lesquels tombent facilement les fils uniques. Mais mon système nerveux avait été prématurément ébranlé et ma santé était faible, comme celle de ma mère, à qui je ressemblais beaucoup de visage. J'évitais la société des enfants de mon âge et je fuyais en général les hommes. Je parlais fort peu, même avec ma mère. J'aimais par-dessus tout la lecture, et encore plus à me promener tout seul et à rêver. Rêver. À quoi rêvais-je? C'est difficile à dire. Quelquefois, je croyais tout à coup me trouver devant une porte entr'ouverte, derrière laquelle se dérobaient des mystères impénétrables. Je restais dans l'attente, stupéfait, sans pouvoir me décider à franchir le seuil de cette porte, et sans cesser de me demander ce qui se passait là, tout près de moi, et j'attendais toujours dans une sorte de transe où je finissais par m'endormir. Si j'avais été poète, j'aurais sans doute exprimé cet état d'âme dans des vers. Si jamais j'avais été porté à la dévotion, je serais peut-être entré dans un couvent, mais je n'étais ni poète ni pieux, et je passais mon temps à rêver dans une vague attente. Je viens d'avouer qu'il m'arrivait de m'endormir sous l'obsession de pensées et de rêveries indéfinissables. Je dormais beaucoup d'habitude, et les songes jouaient un rôle important dans ma vie. Toutes les nuits, j'avais des rêves. Je ne les oubliais point. Je leur prêtais une signification, je les prenais pour des avertissements, et je m'efforçais de pénétrer leur sens mystérieux. Quelques-uns de ces songes se répétèrent à plusieurs reprises, ce qui m'a toujours surpris et paru très étrange. Voici le rêve qui m'impressionna le plus vivement. Je suis transporté dans une rue étroite et mal pavée d'une vieille ville, entre de hautes maisons aux toits pointus. Je flâne, et tout en flânant, je cherche mon père qui n'est point mort, mais qui se cache de nous et qui demeure dans une de ces maisons. Je me glisse sous une porte cochère, basse, obscure, je traverse une longue cour et je pénètre enfin dans une petite chambre éclairée par deux fenêtres rondes. Au milieu de cette pièce, je vois mon père dans une robe de chambre. Il fume sa pipe. Il ne ressemble nullement à mon véritable père. Il est de haute taille, maigre, brun, un nez en corbin, des yeux ternes et perçants. On lui donnerait 40 ans. Il est mécontent de voir que j'ai découvert sa retraite. Je ne suis pas satisfait non plus de cette rencontre, et je me tiens debout devant lui dans une grande perplexité. Il se détourne à demi, marmotte quelque chose et marche dans la chambre à petits pas. Puis il s'éloigne de moi en marmottant toujours et me jette des regards par-dessus l'épaule. La chambre s'élargit et se perd dans le brouillard. J'ai horriblement peur en pensant que je viens de perdre mon père encore une fois. Je m'élance à sa poursuite, mais je ne le vois plus. Seulement, j'entends son grognement d'ours.
Mon cœur défaille. Je me réveille, et je suis longtemps avant de pouvoir me rendormir. Je passais toute la journée du lendemain à me rappeler tous les détails de ce rêve, sans parvenir à me l'expliquer. Nous étions au mois de juin. La ville que nous habitions s'animait à ce moment de l'année. Un grand nombre de vaisseaux mouillaient dans son port, et une foule d'étrangers se montrait dans ses rues. J'aimais à flâner sur ces quais, devant les cafés et les hôtels, pour voir les physionomies variées des matelots et des voyageurs assis sous les tentes autour de petites tables blanches sur lesquelles se trouvaient des cruches d'étain pleines de bière. Un jour, en passant près d'un café, je remarquai un homme qui absorba aussitôt toute mon attention. Il portait une longue souquenille noire et un chapeau de paille enfoncé sur ses yeux. Il était assis, immobile, les mains croisées sur sa poitrine. Les boucles clairsemées de ses cheveux noirs retombaient jusque sur son nez. Ses lèvres fines pressaient le bout du tuyau d'une courte pipe. À qui ressemblait cet homme? Chaque trait de son visage jaune et basané, toute sa personne, était si fortement empreinte dans ma mémoire que je m'arrêtai involontairement devant lui en me demandant « Quel est cet homme? Et où l'ai-je déjà vu ?» Il sentait sans doute mon regard fixé sur lui et leva sur moi ses yeux noirs et perçants. « Ah !» criai-je malgré moi. Cet homme était le père qui m'était apparu dans mes songes. Mon premier mouvement fut de me demander si je dormais, mais non, il faisait jour. Autour de moi, la foule va et vient. Le soleil brille joyeusement dans le ciel bleu, et j'ai devant moi, non pas un fantôme, mais un homme vivant. Je m'approche d'une table vide, je demande un bock, le journal, et je m'assieds à une faible distance de cet être énigmatique. Je pris le journal et le dépliai devant moi pour examiner à mon aise l'inconnu derrière cet abri. Il restait presque sans mouvement. De temps à autre, il relevait sa tête penchée en avant, et évidemment, il attendait quelqu'un. Je l'observais sans relâche. Parfois, il me semblait que j'étais la dupe de mon imagination, que cette ressemblance n'existait pas, que je me laissais aller à un égarement à demi involontaire de ma fantaisie. Mais à peine cet homme se retournait-il sur sa chaise ou remuait-il légèrement sa main, qu'aussitôt je retenais avec peine une exclamation, et de nouveau je reconnaissais distinctement mon père tel qu'il m'était apparu dans mes rêves. Enfin, l'inconnu s'aperçut de l'insistance avec laquelle je le regardais. Il en parut surpris d'abord, puis dépité, et, jetant un coup d'œil de mon côté, il fit mine de se lever. Ce mouvement fit tomber une petite canne appuyée contre la table. Je ne fis qu'un bond de ma place. Je ramassai la canne et je la lui tendis. Mon cœur battait à se rompre. Il me remercia, mais son sourire était forcé. Il approcha son visage du mien, releva ses sourcils et entr'ouvrit les lèvres comme si quelque chose venait de le frapper. « Vous êtes très poli, jeune homme, » dit-il tout à coup d'une voix sèche, aiguë et nasillarde. « De nos jours, c'est très rare. Permettez-moi de vous en féliciter. Vous avez reçu une excellente éducation. » Je ne me rappelle pas ce que je lui répondis, mais nous entrâmes en conversation. J'appris qu'il était mon compatriote, qu'il revenait d'Amérique où il avait passé plusieurs années et où il se disposait à retourner. Il se dit le baron de... Je ne distinguais pas bien son nom. Comme le père de mes rêves, il finissait ses phrases en marmottant entre ses dents des paroles inintelligibles. Il exprima le désir de connaître mon nom. Lorsque je lui eus décliné, il parut réfléchir un instant, puis il me demanda depuis quand je me trouvais dans cette ville
Et si j'étais seul? Je répondis que je demeurais avec ma mère. « Et votre père ?»« Mon père est mort depuis longtemps. » Il s'enquit alors du petit nom de ma mère, et dès qu'il l'entendit, partit d'un éclat de rire embarrassé dont il s'excusa aussitôt en disant que c'était un tic américain et que, du reste, il était un grand original. Il me questionna de nouveau pour savoir où se trouvait notre maison. Je la lui indiquai. L'émotion qui s'était emparée de moi au commencement de notre conversation commençait à se calmer peu à peu. Je m'étonnais seulement de cet étrange rapprochement. Je n'aimais pas le sourire avec lequel le baron m'interrogeait. Je n'aimais pas non plus l'expression de ses yeux. Ils avaient l'air de vouloir me transpercer. Il y avait dans leur regard quelque chose qui tenait de la bête féroce et du protecteur, quelque chose de pénible. Je n'avais pas vu ces yeux-là dans mes rêves. Le visage du baron était étrange. Un visage flétri, fatigué, et conservant malgré tout un air de jeunesse qui frappait désagréablement. Le père de mes rêves n'avait pas non plus la balafre qui coupait obliquement tout le front de ma nouvelle connaissance. Je n'aperçus cette balafre qu'en approchant le baron de très près. Je venais à peine de donner le nom de notre rue et le numéro de notre maison, lorsqu'une personne de haute taille, drapée dans un manteau qui l'enveloppait jusqu'aux sourcils, vint vers le baron et le toucha légèrement dans le dos. Mon interlocuteur se retourna et s'écria « Oh, enfin !» Et, m'adressant un léger salut de la tête, il entra dans le café. La personne le suivit. Je restais sous la tente avec l'intention d'attendre la sortie du baron pour lui parler de nouveau. En réalité, je ne savais pas trop ce que je pouvais lui dire. Je voulais vérifier encore une fois ma première impression. Mais une demi-heure passa, 1 heure, le baron ne sortait pas. J'entrai dans le café et je parcourus toutes les salles sans apercevoir nulle part ni le baron ni la personne. Ils étaient évidemment sortis tous les deux par la porte de derrière. Je commençais à ressentir un grand mal de tête et, pour me rafraîchir, je fis un tour au bord de la mer en suivant la plage jusqu'à un grand parc planté il y a 200 ans. Après m'être promené 2 heures à l'ombre des chênes et des platanes gigantesques, je me décidai à rentrer chez moi. Comme j'allais traverser le vestibule, la femme de chambre courut au-devant de moi toute bouleversée. À l'expression de son visage, je compris tout de suite qu'il s'était passé quelque chose de fâcheux en mon absence. En effet, elle m'apprit qu'1 heure auparavant, on avait entendu un cri effrayant qui partait de la chambre de ma mère. Elle était accourue et avait trouvé sa maîtresse étendue à terre dans un évanouissement qui dura plusieurs minutes. Quand ma mère reprit connaissance, elle avait un air étrange, tout effaré. Elle dut se mettre au lit. Elle ne prononça pas une parole, ne répondit à aucune des questions qui lui furent adressées et ne cessait tout le temps de jeter en frissonnant des regards inquiets autour d'elle. La femme de chambre avait aussitôt fait demander un médecin par le jardinier. Le docteur vint, ordonna un calmant, mais ne put obtenir un seul mot de la malade. Le jardinier assurait qu'immédiatement après que ma mère eut poussé ce cri terrible, il avait vu dans le jardin un homme inconnu qui enjambait précipitamment les plates-bandes en se dirigeant vers la porte qui s'ouvrait sur la rue. Nous habitions une villa dont les fenêtres donnaient sur un grand jardin. Le jardinier n'avait pas réussi à voir le visage de cet homme, mais il avait eu le temps de remarquer qu'il était maigre, qu'il portait une longue souquenille et un chapeau de paille. « L'accoutrement du baron », me dis-je en moi-même. Le jardinier n'avait pu atteindre cet individu
parce qu'au même instant, on l'envoya chez le médecin. Je me rendis aussitôt auprès de ma mère. Je la trouvai dans son lit, la ligure plus blanche que les oreillers sur lesquels reposait sa tête. Elle me reconnut, me sourit faiblement et me tendit la main. Je m'assis auprès d'elle et me mis à l'interroger. Elle refusa d'abord de répondre, puis finit par m'avouer qu'elle venait de voir quelque chose de terrible qui l'avait effrayée. « Quelqu'un est-il entré chez toi ?» demandai-je. « Non, non, personne, » répondit-elle vivement. « Personne n'est venu, mais il m'a semblé, j'ai cru voir un fantôme. » Elle se tut et cacha son visage dans ses mains. J'avais envie de lui répéter ce que je venais d'apprendre du jardinier et de lui parler de ma rencontre avec le baron, mais je ne sais pourquoi, les paroles expirèrent sur mes lèvres. Je me contentai d'assurer à ma mère que les fantômes ne se montraient pas en plein jour. « Laisse ce sujet, » murmura-t-elle. « Je t'en prie, laisse cela. Ne me tourmente pas aujourd'hui. Le jour viendra où tu sauras tout. » Elle se tut de nouveau. Ses mains étaient froides. Son pouls battait vite et irrégulièrement. Je lui donnai une cuillerée de sa potion et je m'éloignai de son lit pour ne pas l'agiter. Elle ne se leva pas de tout le reste de la journée. Elle restait immobile, couchée sur le dos, poussant à de rares intervalles des soupirs profonds en ouvrant craintivement les paupières. Dans la maison, tout le monde était plein de perplexité. Pendant la nuit, ma mère fut prise d'un léger accès de fièvre et elle me congédia de sa chambre. Je ne rentrai pas dans mon appartement, mais je m'étendis sur un divan dans une pièce contiguë à celle de la malade. Tous les quarts d'heure, je me relevais, je m'approchais de la porte sur la pointe des pieds et j'écoutais. Tout était tranquille, mais ma mère ne put fermer les yeux de toute la nuit. Lorsque, le lendemain, j'entrai chez elle, le grand matin, je la trouvais les joues enflammées et les yeux brillants d'un lustre qui n'était pas naturel. Pendant le jour, elle se sentit un peu mieux. Vers le soir, la température de son corps s'éleva. Jusque-là, elle avait gardé un silence obstiné. Et voici que tout à coup elle se mit à parler d'une voix précipitée et haletante. Elle ne délirait pas. Ses paroles avaient un sens, quoique manquant de suite. Je restais assis auprès d'elle. Un peu avant minuit, elle se redressa tout à coup dans son lit d'un mouvement convulsif et se mit à raconter de la même voix haletante, buvant sans cesse de l'eau à petites gorgées, agitant faiblement les deux mains et sans me regarder une seule fois. Par moments, elle s'arrêtait, faisait un effort et reprenait son récit. Toute cette scène était si étrange qu'on eût dit qu'elle parlait dans un rêve, qu'elle-même était absente et qu'un autre être s'exprimait par sa bouche ou lui suggérait ses paroles. « Écoute ce que j'ai à te raconter, » dit-elle en commençant. « Tu n'es plus un enfant, tu dois tout savoir. J'avais une amie intime. Elle épousa un homme qu'elle aimait de tout son cœur, et elle fut très heureuse avec son mari. La première année de leur mariage, ils partirent pour la capitale pour y passer quelques semaines et s'amuser. Ils descendirent dans un hôtel réputé et fréquentèrent le monde et les théâtres. Mon amie était très jolie, tout le monde la remarquait. Les jeunes gens lui faisaient une cour acharnée, mais il y avait surtout un
officier qui la poursuivait partout où elle allait. Elle rencontrait ces méchants yeux noirs. Il ne lui fut pas présenté et ne lui adressa jamais la parole sans la regarder effrontément et d'un air singulier. Cette obsession empoisonna, pour mon ami, tous les plaisirs de son séjour dans la capitale. Elle supplia son mari de l'emmener, et ils commencèrent leurs préparatifs de départ. Un soir, son mari se rendit à son cercle, où il était invité à une partie de cartes par les officiers du régiment dont le persécuteur de mon ami était membre. Pour la première fois, mon ami resta seul à l'hôtel. Son mari tardant à rentrer, elle congédia sa femme de chambre et se coucha. Tout à coup, elle devint toute froide d'épouvante et se mit à frissonner. Elle avait entendu un bruit léger derrière le mur. On aurait dit un chien qui grattait. Elle examina le mur. Dans un coin, une lampe brûlait devant les saintes images. Toute la chambre était tendue d'étoiles. Soudain, à l'endroit d'où venait le bruit, un panneau remua, se leva, s'ouvrit, et cet homme terrible, aux yeux noirs et mauvais, sortit du mur, sombre et démesurément long. Elle voulut crier, mais pas un son ne jaillit de son gosier. Elle se sentait défaillir de terreur. L'homme s'avança d'un pas précipité, comme une bête fauve. Il jeta sur la tête de mon ami quelque chose de blanc et de lourd qui l'étouffait. Et après, ce qui suivit, je ne me le rappelle plus. Non, je ne me rappelle pas. Après, ce fut la mort, pire que la mort. Lorsqu'enfin cet horrible brouillard se dissipa, quand mon ami revint à elle, il n'y avait plus personne dans la chambre. De nouveau, elle resta longtemps sans avoir la force d'articuler un son. À la longue, elle réussit à crier au secours, puis, de nouveau, tout devint confus. Plus tard, quand elle reprit ses sens, elle aperçut son mari, qu'on avait retenu au cercle jusqu'à 2 heures. Son visage était bouleversé. Il voulut questionner sa femme, mais n'obtint aucune réponse. À la suite de ces événements, elle tomba dangereusement malade. Cependant, si j'ai bonne mémoire, dès qu'elle se trouvait seule, elle se mit à inspecter les murs de sa chambre. Sous la tenture d'étoffe, elle découvrit une porte secrète et s'aperçut tout à coup qu'elle n'avait plus au doigt sa bague de fiançailles. Cette bague était très originale. Elle était ornée de 7 étoiles d'or alternant avec 7 étoiles d'argent. C'était un bijou de famille. Le mari de mon ami lui demanda ce qu'elle avait fait de cette bague. Elle ne sut que lui répondre. Il supposa qu'elle l'avait égarée et la chercha partout infructueusement. Il fut pris d'un désir inquiet de retourner chez lui, et dès que le médecin permit à la malade de partir, ils quittèrent la capitale. Figure-toi que le jour même de leur départ, ils rencontrèrent un brancard sur lequel était étendu un homme dont le crâne était fracassé. Et cet homme, c'était l'hôte de Malheur aux yeux mauvais. Il avait été tué dans une querelle à la table de jeu. Mon ami partit pour la campagne et devint mère pour la première fois. Elle vécut encore plusieurs années avec son mari. Il ne soupçonna jamais rien. Et qu'aurait-elle pu avouer? Elle-même l'ignorait. Cependant, leur bonheur avait été brisé pour toujours. Leur vie devint sombre, et le nuage qui pesait sur eux ne se dissipa jamais. Ils n'eurent pas d'autre enfant. Et ce fils unique... Ma mère tressaillit de tous ses membres et se couvrit le visage de ses mains. « Oh,
Maintenant, dis-moi, continua-t-elle avec une énergie redoublée. mon ami, est-elle coupable en quoi que ce soit? Que peut-elle avoir à se reprocher? Elle a été humiliée, il est vrai, mais n'a-t-elle pas le droit de déclarer, devant Dieu même, que le châtiment qui l'avait frappée était immérité? Pourquoi faut-il donc qu'elle voie de nouveau son passé dans cette affreuse vision, après tant d'années, comme une criminelle que ronge le remords? Macbeth avait tué Banquo, il était naturel qu'il vît des fantômes, mais moi... Ici, le récit de ma mère devint si confus que je ne pus pas en suivre plus longtemps le fil. Il devint évident qu'elle délirait. On comprendra sans peine quelle pression poignante le récit de ma mère produisit sur moi. J'avais tout de suite deviné qu'il s'agissait de ma mère et non de son amie. Sa méprise en parlant à la première personne ne fit que confirmer mes suppositions. C'était donc bien mon père que j'avais découvert dans mes songes et que j'avais vu en chair et en os ce matin-là. Évidemment, il n'avait pas été tué, mais seulement blessé dans cette rixe. Muni de mes indications, il s'était introduit dans la maison de ma mère et s'était enfui, effrayé par le saisissement de sa victime. Subitement, toute notre existence devint claire pour moi. Je compris le sentiment de répulsion involontaire que ma mère ressentait parfois à mon égard, et sa tristesse habituelle et l'isolement dans lequel nous vivions. Après ces révélations, la tête me tourna. Je me rappelle que je la saisis entre mes deux mains, comme pour la maintenir à sa place. Une seule idée s'y était enfoncée comme un clou. Retrouver cet homme, coûte que coûte. Pourquoi? Dans quel but? Je ne me le demandais même pas, mais je voulais le retrouver. Le découvrir était devenu pour moi une question de vie ou de mort. Le lendemain matin, ma mère devint plus calme. La fièvre disparut, et elle put s'endormir. Après l'avoir recommandée au propriétaire de notre villa, je la laissai aux soins des domestiques, et je recommençai mes recherches. Je me dirigeai tout d'abord vers le café où j'avais rencontré le baron la veille. Personne ne le connaissait, on ne l'avait même pas remarqué, il n'avait fait qu'entrer en passant. Je donnai à toute éventualité mon adresse et je me mis à battre les rues, les boulevards, les quais, les alentours du port. Je regardai dans tous les établissements publics sans découvrir la moindre trace du baron. Après avoir erré de la sorte jusqu'à l'heure du dîner, je rentrai, exténué. Ma mère s'était levée. Il se mêlait à sa tristesse habituelle quelque chose de nouveau. Un air de perplexité douloureuse, dont la vue me fendait le cœur comme un couteau. Je passai la soirée auprès d'elle. Elle fit une patience, et je regardai ses cartes sans mot dire. Elle ne lit aucune allusion à son récit, ni à ce qui s'était passé la veille. On eût dit qu'il avait été tacitement convenu entre nous que rien ne devait évoquer le souvenir de ces événements étranges et pénibles. Elle avait l'air de se reprocher son aveu involontaire. Peut-être aussi ne se rappelait-elle pas bien exactement ce qu'elle avait dit dans le délire de la fièvre, et elle comptait bien que je l'épargnerais. En effet, je mis tous mes soins à l'épargner, et elle le sentit parfaitement. Comme la veille, elle évita de rencontrer mon regard. De toute la nuit, je ne pus fermer l'œil. Soudain, une tempête terrible se leva. Le vent hurlait et se déchaînait violemment. Les carreaux des vitres vibraient et tremblaient. Des gémissements et des cris désespérés remplissaient les airs. On eût dit que les voûtes des cieux volaient en éclats avec des lamentations déchirantes au-dessus des maisons ébranlées. Un peu avant le lever du jour, je tombais dans un demi-sommeil. Je crus tout à coup voir quelqu'un entrer dans ma chambre
et je m'entendis appeler d'une voix douce et ferme. Je soulevai la tête pour regarder autour de moi, mais je ne vis personne. Chose étrange. Non seulement je ne fus pas effrayé, mais j'éprouvai un sentiment de satisfaction. J'avais acquis tout à coup la certitude que, cette fois, j'atteindrais mon but. Je passai à la hâte mes vêtements et je sortis de la maison. La tempête s'était calmée, bien que ses dernières convulsions fussent encore sensibles. Il était grand matin, les rues étaient désertes. En plusieurs endroits gisaient des débris de cheminées, des tuiles, des planches, des clôtures renversées, des branches d'arbres cassées. Quel drame a dû se passer cette nuit sur la mer, me dis-je, à la vue des vestiges laissés par la tempête. J'aurais voulu me rendre au port, mais mes jambes, obéissant à ce qu'il me semblait, à une impulsion toute puissante, m'entraînèrent dans une autre direction. En moins d'un quart d'heure, je me trouvais dans une partie de la ville que je n'avais pas encore visitée. Je marchais lentement, pas à pas, sans arrêt, le cœur en proie à une sensation étrange, et dans l'attente de quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel, avec la conviction que cette chose arriverait bientôt. En effet, cette chose extraordinaire, surnaturelle, eut lieu. Tout à coup, à 20 pas de moi, je vis la personne qui s'était approchée du baron en ma présence au café. Drapé dans le manteau que j'avais déjà remarqué, il avait l'air de surgir du sol, et, me tournant le dos, il suivait à pas précipités le trottoir exigu d'une ruelle tortueuse. Je m'élançai à sa poursuite, mais lui, sans se retourner, accéléra sa marche. Soudain, il s'effaça derrière l'angle d'une maison en saillie. Je courus à cette place, je contournai la maison, et, oh miracle, devant moi s'étendait une rue étroite, absolument déserte. La brume du matin l'enveloppait d'un voile de plomb, mais mon regard perça cette obscurité et parcourut toute la rue. J'aurais pu compter toutes les maisons. Je n'aperçus pas un seul être vivant. La personne que j'avais vue enveloppée dans son manteau avait disparu aussi inopinément qu'elle avait surgi. J'en fus surpris. Pourtant, mon étonnement ne dura qu'un instant. Une autre pensée me dominait. Cette rue qui s'étendait devant mes yeux, je la reconnaissais. Je l'avais vue dans mon rêve. Je frissonne. Je me fais tout petit. L'air du matin est si frais, et, sans hésiter, avec une assurance pleine de terreur, je suis mon chemin. Je cherche des yeux. La voilà, à droite, faisant saillie sur le trottoir. La voilà, cette maison que j'ai vue en rêve. Voici la vieille porte cochère avec des tas de pierres des deux côtés. Il est vrai que les fenêtres ne sont pas rondes, mais quadrangulaires. Ce détail est insignifiant d'ailleurs. Je frappe à la porte. Je frappe 2, 3 coups plus fort, toujours plus fort. La porte s'ouvre lentement, avec un grincement, comme si elle bâillait, et je me trouve en face d'une jeune servante à la tête ébouriffée, dont les yeux sont encore endormis. Il était facile de voir qu'elle venait de s'éveiller. « C'est ici que demeure monsieur le baron ?» demandai-je, en jetant un coup d'œil furtif sur la cour étroite et profonde. Elle est telle que je l'ai vue dans mon rêve. Rien n'y manque, ni les poutres, ni les planches. « Il n'y a pas de baron ici ?» me répondit la jeune fille. « Comment ça, il n'y a pas de baron? Mais c'est impossible. Il n'est plus ici. Il est parti hier. » « Et où est-il allé? »« En Amérique. »« En Amérique ?» répétai-je involontairement. « Mais il doit revenir. »
La servante me regarda d'un air soupçonneux. « Nous n'en savons rien. Peut-être ne reviendra-t-il pas. »« Est-il resté longtemps ?»« Une semaine environ. Il vient de partir. »« À propos, comment l'appelle-t-on, ce baron ?» La jeune fille ouvrit de grands yeux. « Vous ne savez pas son nom ? Nous l'appelons tout bonnement baron. »« Hé, Pierre !» cria-t-elle en voyant que j'avais envie de pénétrer dans la cour. « Voici un étranger qui fait trop de questions. » Un robuste gaillard, mal bâti, sortit de la maison. « Qu'est-ce qu'il y a ? Que vous faut-il » demanda-t-il d'une voix enrouée. Et, après avoir écouté avec colère, il me répéta ce que la jeune fille venait de me dire. « Mais qui habite cette maison ?»« Notre patron. »« Qui est votre patron ?»« Un menuisier. Il n'y a que des menuisiers dans notre rue. »« Est-ce que je peux le voir ?»« Il dort encore. »« Et me permettrez-vous d'entrer dans la maison ?»« Ah non !»« Plus tard, pourrais-je le voir, votre patron ?»« Pourquoi pas ? On peut toujours le voir, c'est un marchand. Maintenant, vous pouvez vous en aller. C'est à peine s'il fait jour. » « Et la personne qui accompagnait le baron ?» demandai-je à brûle-pourpoint. L'ouvrier, stupéfait, me regarda d'abord, la servante ensuite. « Quelle personne ?» dit-il enfin. « Allez-vous-en, monsieur. Vous reviendrez une autre fois. Vous pourrez parler au patron. » Je descendis dans la rue. La porte cochère se referma sur moi avec fracas, lourdement et vite, mais cette fois sans grincer. Je pris note de la rue et de la maison, et je m'éloignai, sans toutefois rentrer chez moi. J'éprouvais une sorte de désenchantement. Tout ce qui m'était arrivé me semblait si étrange, si extraordinaire, et tout cela s'était terminé si platement. J'étais persuadé, certain, que je devais trouver dans cette maison la chambre que je connaissais déjà, et dans cette chambre, mon père, le baron vêtu de sa robe de chambre et sa pipe à la bouche. Et à sa place, je découvre que le propriétaire de cette maison est un menuisier chez qui l'on peut aller à toute heure et à qui l'on peut commander des meubles. Et mon père est reparti pour l'Amérique. Que me reste-t-il à faire maintenant ? Raconter toute cette aventure à ma mère, ou enterrer pour toujours jusqu'au souvenir de cette rencontre ? Je ne pouvais prendre mon parti de voir cette aventure surnaturelle et mystérieuse, conduite à un dénouement aussi ordinaire et aussi plat. Je ne pus me décider à rentrer, et je me mis à marcher, droit devant moi. Je marchais tête baissée, sans pensée, presque dépourvu de sensations, tout absorbé en moi-même. Un bruit égal, sourd et furieux, me tira de cet engourdissement. Je relevai la tête. À 50 pas de moi, la mer grondait et mugissait. Je m'aperçus que je marchais dans le sable de la dune. La mer, soulevée par la tempête de la nuit, se couvrait jusqu'à l'horizon de crêtes blanches. Les cimes aiguës des hautes lames venaient l'une après l'autre se briser sur la rive plate. Je m'approchai du bord et me mis à suivre la ligne en relief que le flux et le reflux avaient laissée sur le sable jaune et rayé, parsemé de plantes marines ductiles, de fragments de coquillages et de touffes serpentines de lèche. Les mouettes, aux ailes effilées, venaient avec le vent du vaste désert aérien, s'élevaient en poussant des cris plaintifs, blanches comme la neige, pour retomber d'aplomb dans l'eau. Elles semblaient bondir d'une vague à l'autre, surnageaient comme des étincelles d'argent, ou disparaissaient dans des montagnes d'écume bouillonnante. Je remarquai que plusieurs de ces oiseaux tournoyaient autour d'une grosse pierre,
le seul objet qui se détacha vigoureusement sur la plage monotone. Une plante de lèche s'étalait en touffes inégales d'un côté de cette pierre, et à l'endroit où ses tiges enchevêtrées sortaient du sable salin, j'aperçus une masse noire de forme allongée et bombée. Je me mis à la considérer attentivement. C'était un objet sinistre. Il restait immobile. À mesure que je m'en approchais, je commençais à distinguer plus nettement ce que ce pouvait être, et lorsque j'arrivai à une trentaine de pas de la pierre, je reconnus distinctement des formes humaines. C'est un cadavre, pensai-je, un noyé rejeté par la mer. Je vins tout près de la pierre. Ce corps était celui du baron, de mon père. Je restais cloué à la même place. Je compris que depuis le matin, j'étais guidé par des puissances mystérieuses. J'étais en leur pouvoir. J'ignore combien de temps je passais ainsi, n'entendant que le grondement incessant de la mer, et l'âme saisie d'épouvante en présence du fatum qui me possédait. Le noyé était couché sur le dos, légèrement incliné de côté, la tête posée sur la main gauche, son bras droit était replié sous son corps. Les extrémités de ses pieds, chaussés de hautes bottes de matelot, étaient enfoncées dans la vase gluante. Il était vêtu d'un court veston bleu, tout imbibé de sel marin et boutonné jusqu'au col. Un cache-nez rouge enlaçait étroitement son cou. Son visage basané, tourné vers le ciel, semblait sourire. Sa lèvre supérieure, retroussée, laissait voir de petites dents serrées. Ses prunelles vitreuses se confondaient presque avec le blanc terne de ses yeux. Ses cheveux, remplis de bulles d'écumes et de sable, flottaient en arrière sur le sol et découvraient son front que traversait une balafre violacée. Son nez, mince, s'accusait par un trait accentué et blanchâtre entre les joues déprimées. La tempête de la nuit avait accompli son œuvre. Le baron ne reverrait pas l'Amérique. Cet homme, qui avait outragé ma mère et flétri sa vie, mon père, oui, mon père, je n'en pouvais plus douter, gisait sans force dans la fange à mes pieds. Je ressentais tout ensemble un sentiment de vengeance satisfaite, de pitié, d'aversion et de terreur. De terreur surtout. La terreur que m'inspirait ce spectacle et la pensée de ce qui venait de s'accomplir. Ces accès mystérieux de méchanceté, ces désirs criminels dont j'ai déjà parlé, se réveillaient tout à coup en moi et m'étouffaient. « Oh, pensais-je, maintenant je comprends pourquoi je suis ainsi. C'est le sang qui parle. » Je restais toujours immobile auprès du cadavre. Je le contemplais et j'attendais. Qui sait si ses prunelles éteintes ne se ranimeront point, si ses lèvres engourdies ne vont pas remuer. Non, il ne bougera plus. À l'endroit où les brisants l'ont jeté, la lèche elle-même semble fanée. Les mouettes se sont envolées, et je ne vois flotter nulle part ni débris, ni planches, ni agrès déchirés. Partout le désert, et rien que lui et moi au bord de l'océan où monte la marée. Derrière moi, encore le désert, et à l'horizon, une chaîne de collines mornes, voilà tout. Je ne pouvais me résoudre à laisser ce malheureux dans cette solitude,
enfoncé dans la vase, livré en pâture aux poissons et aux oiseaux. Une voix intérieure m'ordonnait d'aller chercher des hommes pour leur faire ramener ce corps parmi les vivants. Mais une frayeur insurmontable s'empara tout à coup de moi. J'eus le sentiment que cet homme mort savait que j'étais là, que lui-même avait ménagé cette rencontre. Je crus même l'entendre marmotter de cette voix sourde que je lui connaissais, des mots inintelligibles. Je reculai pour le regarder de nouveau. Quelque chose de brillant fascina mon regard. C'était la bague d'or sur la main gauche du cadavre, et je reconnus la bague de fiançailles de ma mère. Je me rappelais toujours comment j'ai vaincu ma répugnance. Je suis revenu sur mes pas, je me suis penché sur ce corps, et je sens encore l'attouchement visqueux de ses doigts rigides. Je me souviens de la fureur avec laquelle, clignant des yeux, grinçant des dents, j'arrachai la bague qui résistait, et enfin, elle céda et je m'enfuis comme un coupable, sans retourner la tête, avec le sentiment que quelqu'un était là, derrière moi. Il me poursuivait, m'atteignait. Il m'arrête. Il paraît que tout ce que j'avais senti et souffert était écrit sur mon visage quand je rentrais à la maison. J'allai droit à la chambre de ma mère. En me voyant, elle se redressa d'un bond et me regarda avec une telle insistance que je finis après un instant d'hésitation par lui présenter la bague sans dire un mot. Son visage se couvrit d'une pâleur livide. Ses yeux s'ouvrirent démesurément et devinrent aussi ternes que ceux du noyé. Elle saisit la bague, chancela, tomba sur mon sein où elle resta rigide, la tête rejetée en arrière, fixant sur moi ses grands yeux hagards. J'entourai sa taille de mes doux bras, et, sans bouger de cette place, je lui racontai d'une voix lente et douce tout ce qui s'était passé, sans omettre aucun détail. Le songe, la rencontre, enfin, je lui dis tout. Elle écouta mon récit jusqu'à la fin sans m'interrompre par aucune exclamation. Seulement, sa poitrine se soulevait de plus en plus fort, son regard se ranima et ses paupières s'abaissèrent doucement. Puis, elle passa la bague à son doigt annulaire et, se dégageant de mon étreinte, elle se mit à chercher sa mantille et son chapeau. Je lui demandai où elle voulait aller. Elle leva sur moi un regard étonné et voulut répondre, mais sa voix la trahit. Elle tressaillit à plusieurs reprises, se frotta les mains comme pour les réchauffer, et dit enfin « Allons-y. »« Où, ma mère ?»« Là où il est. Je veux le voir. Je veux me convaincre. Je le reconnaîtrai. » Je tâchai de la dissuader, mais elle fut sur le point d'avoir une attaque de nerfs. Je compris que toute résistance était inutile, et nous partîmes. Me voici de nouveau sur la dune. Cette fois, je ne suis plus seul. Je donne le bras à ma mère. La mer s'est retirée, là-bas, tout au loin. Elle est plus calme, mais elle a le même grondement sinistre et de mauvais augure. Enfin, j'aperçois la pierre solitaire et la plante de lèche. Je regarde attentivement pour distinguer cette masse sombre qui était à côté. Je ne vois plus rien. Nous nous rapprochons de la pierre et, involontairement, je ralentis le pas. Où peut être le corps sinistre et déjà raide? Je ne vois que les tiges de la lèche qui font une tache noire sur le sable déjà sec. Nous voici enfin tout près de la pierre. Le cadavre a disparu, et à l'endroit où il se trouvait, il ne reste qu'un creux où l'on peut distinguer l'empreinte des bras et des jambes. La lèche a été froissée,
et l'on peut reconnaître les traces de la plante des pieds d'un homme, les pas sont marqués dans le sable et se perdent dans la direction des montagnes silencieuses. Ma mère et moi, nous échangeons un regard, et tous les deux, nous avons peur de ce que nous venons de lire mutuellement sur nos visages. Se serait-il relevé et serait-il parti? « Tu es sûr qu'il était mort ?» me demanda-t-elle à voix basse. Je n'ai pas la force de répondre autrement que par un signe affirmatif de la tête. Il n'y avait pas 3/4 d'heure que je l'avais vu. Ce cadavre, le cadavre du baron. Quelqu'un était venu qui l'avait emporté. Je résolus de découvrir qui ce pouvait être, mais il fallait avant tout m'occuper de ma mère. Pendant que nous nous rendions vers le lieu du sinistre, la fièvre l'avait soutenue, mais la disparition du cadavre la frappa comme un malheur irrémédiable. Elle fut prise de spasmes, et je craignis pour sa raison. J'eus toutes les peines du monde à la ramener à la maison. Je la mis au lit, et j'appelai le médecin. En revenant à elle, son premier soin fut d'exiger que je partisse sur le champ à la recherche de cet homme. Je lui obéis, mais tous mes efforts restèrent infructueux. Je m'adressai plusieurs fois à la police, je parcourus tous les villages voisins, je fis insérer des annonces dans les journaux, je pris force renseignements, tout cela sans aucun résultat. Un jour, j'appris qu'on avait apporté un noyé dans un des villages riverains. Je m'y rendis en toute hâte, mais quand j'arrivai, le corps était enterré. D'ailleurs, d'après son signalement, ce ne pouvait être celui du baron. Je parvins à savoir sur quel vaisseau le baron s'était embarqué pour l'Amérique. On avait cru que ce bâtiment avait sombré dans la tempête. Il paraît pourtant qu'on apprit quelques mois plus tard qu'il avait jeté l'ancre à New York. Ne sachant plus à qui m'adresser pour des informations, je me mis à la recherche de la personne qui l'accompagnait. Je lui offris par l'entremise des journaux une somme considérable s'il venait me voir. En effet, un jour, en mon absence, la personne qui accompagnait mon père, de haute taille, drapé dans un manteau, vint à la maison. Il questionna d'autres femmes de chambre, puis il disparut, et personne ne l'a revu. De cette manière, toute trace de mon père s'évanouirent dans de muettes ténèbres. Nous ne parlions jamais de lui. Une seule fois, ma mère exprima son étonnement de ce que je ne lui avais pas raconté plus tôt mon terrible songe, et elle ajouta « C'était bien dur ». Elle n'acheva pas sa pensée. Ma mère resta longtemps malade, et lorsqu'elle fut rétablie, nos relations ne furent point ce qu'elles étaient auparavant. Ma mère éprouvait en ma présence un sentiment de gêne qui persista jusqu'à sa mort. Oui, une sorte de contrainte pesa sur nous, et ce malheur était sans remède. Tout s'oublie. Le souvenir des événements les plus tragiques perd peu à peu de son acuité, mais si un sentiment de gêne se glisse entre deux personnes qui vivent dans une grande intimité, rien au monde ne saura le dissiper. Je n'ai plus jamais revu le fantôme qui m'obsédait autrefois. Je ne cherche plus mon père. Cependant, encore maintenant, il me semble parfois, dans mes rêves, que j'entends des gémissements qui viennent de loin, des plaintes douloureuses et continues. Elles résonnent derrière un mur haut, si haut que je ne peux l'escalader. J'en sens le poids sur mon cœur, et je pleure les yeux fermés. Il m'est impossible de comprendre si c'est un être vivant qui gémit, ou si j'entends le rugissement échevelé et sauvage de la mer déchaînée. Ce grondement se transforme, et de nouveau, j'entends un grognement d'ours,
ce marmottage de paroles inintelligibles si connues. Et je me réveille, la terreur et l'angoisse dans l'âme. Je vous ai proposé un rêve, une nouvelle d'Ivan Sergueïevitch Tourgueniev, écrite à Paris en 1876 et publiée l'année suivante à Saint-Pétersbourg dans la revue Temps Nouveau. Cet écrit paraîtra en français puis en allemand par la suite. À bientôt.